Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation sur la résilience des entreprises d'économie sociale dans le cadre du mois de l'économie sociale. Moi, je suis Mylène Armstrong, je suis conseillère en développement territorial à la MRC de Charlevoix. Je vais animer la présentation avec mon collègue Jérémy Provencher, qui travaille pour le développement social intégré du côté de Charlevoix-Est. Et puis, on organise l'événement en collaboration avec le pôle d'économie sociale des entreprises d'économie sociale, la capitale nationale, évidemment. Je vais prendre le temps de vous partager mon écran. Un petit instant. En attendant, si vous voulez vous présenter, soit dans le chat en écrivant votre nom, votre organisation, ou si vous préférez, vous pouvez vous renommer aussi dans votre nom là, de votre présence Zoom. Mais dans le chat, ça peut nous permettre de savoir qui est là. Voilà, donc je vous ai partagé mon écran. Vous me faites un petit signe si ça ne marche pas ou un petit signe pour me dire que ça marche. Voilà. Je vous informe aussi que la présentation est enregistrée. Ça permet au pôle de pouvoir rendre disponibles les présentations qui sont faites dans le cadre du mois de l'économie sociale à des gens qui ne pourraient pas être présents au moment de la présentation. Donc, nous serons filmés aujourd'hui. Ça va être disponible sur la chaîne YouTube du pôle d'économie sociale de la capitale nationale ou du mois de l'économie sociale. Félix, tu peux me corriger si je me trompe. Donc, merci tout le monde d'être là. On va commencer sans plus attendre. Donc, aujourd'hui, la résilience des entreprises d'économie sociale, on a le témoignage de Steve Saint-Gelais qui travaille pour Boissaco. Je vais le laisser se présenter au début de sa présentation tout à l'heure. Donc, la présentation, aujourd'hui, l'activité dure à peu près 1h15, donc jusqu'à 11h15 environ. Le déroulement aujourd'hui, donc accueil, et je vais faire une petite mise en contexte de la raison pour laquelle on a choisi ce sujet. On aura le témoignage de M. Saint-Gelais, une période de questions suite à sa présentation, puis des discussions aussi sur ce que ça nous inspire à la toute fin si on a du temps. Mise en contexte, en fait, dans la revue Gestion de l'automne 2020, il y avait un article que j'ai trouvé très intéressant qu'on a partagé avec le comité d'organisation qui était sur qu'est-ce que la résilience des entreprises. On s'entend que c'était dans le contexte de la crise actuelle. Donc, j'ai trouvé intéressant de ressortir les éléments clés. Puis il y a des liens entre disons, les facteurs clés de la résilience des entreprises de manière générale et l'ADN de l'économie sociale. Donc, la résilience pour faire face à l'adversité. Donc, dans la pandémie actuelle, on s'entend que tout le monde fait face à de l'adversité, à des choses incontrôlables qui ont un effet autant sur nous en tant que personnes puis sur nos organisations. Donc, la résilience, ça se trouve à être la capacité à fléchir puis à retrouver un équilibre, un état d'équilibre dans un contexte d'adversité. Donc, que ce soit pour une personne ou pour une entreprise, d'être capable d'accuser le choc et de réagir et de se remettre en équilibre. Donc, pour faire face à l'adversité, on constate que les entreprises d'économie sociale ont des capacités intrinsèques. Donc, dans la revue Gestion, il y a différents points là, qui étaient mis en lumière, mais il y a 3 points là, principaux qui font partie de l'ADN de l'économie sociale. Le lien entre les membres de l'organisation, c'est le premier point. On dit que pour être capable de réagir, d'avoir des capacités adaptatives, les liens sociaux sont un des socles de la résilience. Puis, dans l'ADN des entreprises d'économie sociale, le lien social et le partage, la démocratie. Donc, ça fait partie des forces de nos entreprises qui nous donnent une capacité de réagir à l'adversité.
Je n'irai pas plus loin parce qu'on veut laisser de la place au témoignage, mais on vous mettra le lien de l'article si ça vous intéresse. L'autre élément en lien avec les capacités intrinsèques, c'est de savoir distinguer les règles qui doivent évoluer et celles qui doivent perdurer en contexte d'adversité. Quand on fait face à une crise, ben, moi, je trouvais ça intéressant de se rappeler que les entreprises d'économie sociale naissent souvent d'une volonté collective de faire les choses autrement, donc de faire évoluer des règles qui existent. Donc, ça reste on voit que c'est un terreau fertile pour des idées qui peuvent nous permettre de faire face à des défis comme on vit actuellement. Ensuite, l'interdépendance avec l'environnement. Il y avait plusieurs éléments mentionnés dans l'article, mais l'ancrage social en était un et encore une fois, les entreprises d'économie sociale, ont cette force-là. On dit qu'il faut écouter les parties prenantes, reconnaître la responsabilité sociale de l'entreprise et être à la recherche de meilleures solutions. Encore une fois, la formule, des entreprises d'économie sociale, fait en sorte que c'est quelque chose qui est dans le fonctionnement de base. Donc, pour mettre un petit départ positif sur cette présentation-là, je vous confirme que vous êtes en bonne posture pour réagir aux difficultés qu'on vit actuellement. Donc, sans plus attendre, on va passer la parole à M. Saint-Gelais de Boissaco. Donc, je quitte mon partage d'écran et je vous laisse prendre le contrôle. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que le son fonctionne bien, Mme Armstrong? Oui. C'est correct. Donc, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'avoir l'occasion d'être avec vous, d'avoir eu cette invitation-là. C'est une belle invitation. L'organisation a toujours eu cette volonté-là de contribuer, puis de partager, puis de participer à ce type d'événement-là qui permet souvent peut-être de servir de source d'inspiration ou on pourrait dire de modèle pour faire en sorte que d'autres belles initiatives puissent voir le jour. Il y en a déjà plein d'autres belles initiatives, mais je pense qu'au Québec ou partout ailleurs, on ne manque jamais assez de belles initiatives collectives. Donc, c'est un grand plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager un peu l'image de notre organisation. Puis aussi aborder l'aspect de la résilience. Donc, Mme Armstrong nous a un peu donné les éléments là, qui détaillent, ou on pourrait dire qui expliquent là, comment un peu comment se vit cette résilience-là. Donc, ça va être l'occasion de le voir chez nous, comment on peut l'expliquer ou comment ça a pris forme au fil du temps. Donc, regardez, c'est clair que je suis un humble porte-parole de l'organisation. Vous comprendrez que je ne suis pas là depuis les 30 dernières années. Ben, depuis 27 ans, je suis là depuis 94, mais mettons, je ne suis pas là depuis 45 dernières années, que vous allez voir un peu la présentation. On remonte jusque les années 60-70, rapidement, pour faire un petit historique, mais quand même, je suis quand même un humble porte-parole, puis j'ai eu la chance de participer dans les 27 dernières années, mais je n'ai pas pu participer au-delà de ça. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a eu des grands leaders qui ont joué un rôle important dans toute cette histoire-là là, depuis les années 60. Donc, je veux quand même le souligner. Donc, ces personnes-là, je ne prendrai pas le temps de les nommer, mais il y en a des personnes que vous connaissez probablement déjà. Puis, ces personnes-là ont été des personnes qui ont joué un rôle qui a été déterminant pour contribuer à canaliser puis à faire en sorte que tout ça évolue bien. Mais c'était une affaire collective avec des personnes qui ont été des leaders pour canaliser tout ça. Donc, je voulais quand même le souligner. Là, puis, ça me fait plaisir de faire ce témoignage-là. Mais je le fais au nom de bien du monde, autrement dit. C'est au nom de notre collectivité et de toutes les personnes qui ont contribué à ça dans le passé. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Vous me confirmerez, Mme Armstrong, si c'est correct. Est-ce que c'est correct, Mme Armstrong? Oui, ça fonctionne bien. OK, super. Donc, on croise les doigts pour que ça continue comme ça pour le reste de la présentation. J'espère ne pas être trop long. Je vais essayer quand même d'avancer un peu vite parce que j'ai peur d'être un peu long, mais regardez, je vais essayer de signalez-moi si je suis vraiment hors norme, là, Mme Armstrong. Donc, la résilience des entreprises d'économie sociale, donc,
là, j'espère que ça va fonctionner. Ah, OK, bon, c'est beau. Donc, le plan de la présentation, rapidement. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ça a bien fonctionné pour tout le monde? Oui, c'est beau. OK, parfait. Donc, le plan de la présentation, je vais vous présenter un bref historique avant Bois-Sacco. Donc, Bois-Sacco, ça a commencé en 85. Donc, avant Bois-Sacco, parce que vous allez voir, c'est quand même important et déterminant un peu versus le sujet de la résilience. Donc, la mission de Bois-Sacco, la structure qui a été mise en place en 85, la philosophie de gestion globale qui a été appliquée depuis les débuts. L'aspect résilience, donc je me suis arrêté à essayer d'un peu faire une petite analyse de ce que ça pouvait, en tout cas des liens qu'on pouvait faire, puis de l'image qu'on pouvait faire en lien avec la réalité de Bois-Sacco, l'histoire de Bois-Sacco, puis Bois-Sacco 35 ans plus tard. Donc, c'est ça le plan de la présentation. Donc, avant Bois-Sacco, ce qui est important de mentionner, c'est que dès les années 60, il y a eu une volonté. Les gens du milieu, la communauté, ont exprimé une volonté de prendre en main leur développement socio-économique, puis, dans le fond, par le fait même d'essayer de faire tout ce qu'ils pouvaient pour être des instigateurs d'un dynamisme socio-économique. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu différentes, bien évidemment, là, je ne pourrais pas relater tout ce qui a pu se faire, mais il y a eu différentes démarches qui ont pu être effectuées. Entre autres, il y a eu un projet de cartonnerie qui a comme été envisagé. Donc, à l'époque, il y avait un promoteur de projet qui était en lien avec les gens du milieu. Le projet en question, le site de Sacré-Cœur pour ce projet de cartonnerie-là a été envisagé. Finalement, malheureusement, c'était non concluant. Donc, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas ici à Sacré-Cœur que ce projet-là s'est installé. Pour probablement que plusieurs d'entre vous connaissez la cartonnerie qui existe à Cabano. Donc, finalement, c'était l'autre site qui a été privilégié pour l'installation de cette cartonnerie-là. Donc, les gens, malheureusement, ce projet-là n'a pas été concluant, mais les gens ne se sont pas découragés. Donc, les gens ont continué à travailler et essayer de faire tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de trouver le moyen d'essayer de mettre des éléments structurants pour dynamiser l'économie de la région. Puis, il y a eu un projet de remplacement qui a pu être identifié puis qui a pu être porté à terme cette fois-là. Donc, c'est l'installation d'une usine de sciage. Donc, cette usine de sciage-là portait le nom de Samoco là, à l'origine. Donc, ça s'appelait, l'entreprise s'appelait Samoco. Donc, ça consistait en une usine de sciage qui a été installée, qui a été construite, là, je vous dirais, aux environs des années 72-73 jusqu'à 75, là, le début des opérations. Donc, déjà, vous voyez la volonté que le milieu avait déjà, qui s'était exprimée depuis le début des années 60. Puis, à l'époque, déjà à ce moment-là, le milieu était partenaire et actionnaire dans l'entreprise Samoco à hauteur de 20% de l'actionnariat. Donc, c'est important de le mentionner aussi parce que cette volonté-là n'était pas juste une volonté d'attirer, mais c'était aussi d'être partie prenante. Donc, c'est un élément qui a été quand même marquant, c'est un des faits marquants. Donc, dans cette historique-là, si on continue dans cette historique-là, donc, malheureusement, 3 échecs successifs. Donc, la première entité, donc Samoco, était détenue à l'époque par Chibougamau Lombard, donc une famille Fradette, où le propriétaire était un Fradette. Donc, il détenait 80%. Chibougamau Lombard détenait 80%. Et la société de placement du milieu, les gens du milieu que je mentionnais tantôt, donc 20%. Donc, cette formule-là a fonctionné de 75 à 78. Malheureusement, ça a été un premier échec. Deuxième tentative, donc, Samoco, cette fois-là, c'était Rexford. Rexford étant une société d'État. Donc, c'était le gouvernement qui a essayé de redonner, de faire cette deuxième tentative-là. Donc, ça a fonctionné quelques années, 78 à 80 environ. C'est toujours des environs. Puis, finalement, ben, malheureusement, cette deuxième tentative-là était un échec également. Et c'est ce qui a donné place à une troisième tentative. Donc, cette fois-là, c'était sous un autre nom. Donc, la première fois, l'entité Samoco avait été conservée. Puis là, finalement, c'était une autre entité qui a vu le jour et qui a racheté des actifs. Donc, ça s'appelait Produits forestiers Saguenay. C'était une famille des gens qui portaient le nom de famille de Lévesque, qui était originaire d'Ontario, donc qui était situé en Ontario.
Donc, il semble qu'il y avait quand même une belle volonté, mais malheureusement, il n'y avait quand même pas un contexte très facile à ce moment-là. Tout ça pour dire, c'est que c'était cette troisième tentative-là s'est soldée par un troisième échec. Donc, on parle des années 80 à 82. Puis, en 82, ben, on en était à une fermeture définitive et dans le fond, une faillite qui faisait en sorte que la banque, suite à la fermeture de 82, la banque a repris les actifs. Puis, dans le fond, a mis les actifs en vente. Puis, la seule offre qui a été reçue par la banque, c'était pour le rachat des actifs et pour le démantèlement. Donc, c'est clair que c'était comme le scénario, c'était comme le scénario ultime, c'était comme la fin de tout ce qu'il aurait pu avoir en lien avec cette entreprise-là, cette usine de siège-là ici à Sacré-Cœur. Donc, à ce moment-là, les gens du milieu ont refusé d'accepter ce constat-là. Donc, il y a eu un regroupement, les forces vives, je dis les forces vives, donc il y avait différents intervenants. Donc, il y avait les groupes de travailleurs, les travailleurs de la forêt, les travailleurs de l'usine, le milieu. Donc, toutes ces forces-là se sont regroupées. Ils ont refusé d'accepter ce constat-là. Et donc, suite à plusieurs tentatives, puis bien évidemment, comme je vous disais tantôt, il y avait des personnes qui ont joué des rôles importants. Je peux nommer entre autres Guy Deschênes, Marc Gilbert. Il y a des personnes qui ont vraiment joué un rôle pour essayer de reformater toutes ces forces-là qui étaient disponibles, puis formater un projet aussi. Là. On s'entend que vous comprendrez qu'après les 3 échecs, si on se ramène à ce moment-là de l'histoire, après les 3 échecs en question, c'est clair qu'il y avait pas grand monde qui pouvait être très confiant de dire que, wow, la 4e tentative va être le Klondike, comme on dit. Là. Donc, il y a beaucoup de monde qui avait des gros doutes. Mais les gens ne se sont pas laissés décourager. Ils ont réussi à formater un projet et ils ont réussi à présenter une offre de rachat des actifs à la banque. Donc, cette volonté-là, il faut quand même le mentionner, cette volonté-là du milieu a été appuyée par bien évidemment, certaines volontés gouvernementales. Donc, de par certaines sociétés qui pouvaient, entre autres, faire du support financier, tout ça. Donc, il y a eu une volonté d'appuyer ça, cette belle volonté collective-là du milieu de donner vie et d'assurer une suite à ces installations-là. Puis, donc, c'est clair que ça a été un élément aussi qui a été aidant, mais tout ça était basé. Les bases de tout ça étaient cette volonté du milieu-là qui était de prendre des risques qui, on s'entend, n'étaient pas si faciles que ça à prendre à ce moment-là de l'histoire. Donc, cette offre de rachat-là, les actifs a été présentée, puis elle a été acceptée. Donc, c'est ce qui a permis de donner vie à c'était le point de départ de Boissaco. Donc, j'ai inscrit une belle démonstration de résilience. Donc, on ne parle pas d'une résilience d'une entreprise d'économie sociale, mais en même temps, je trouve ça intéressant de le mettre en perspective que c'est la résilience d'une communauté. La résilience d'une communauté qui a donné vie à une entreprise d'économie sociale, dans le fond, qui est, dans le fond, Boissaco, on peut dire que c'est une entreprise, c'est pas une entreprise à but non lucratif, mais c'est une entreprise qui est là pour générer de retombées socio-économiques pour le milieu, pour sa communauté. Donc, c'est quand même, en tout cas, on est capable de voir quand même de grandes similitudes. Donc, 1985, donc l'année de fondation de Boissaco, 1985, à l'époque, c'était une usine de siège strictement, donc il y avait siège et rabotage. À l'époque, il n'y avait pas encore de séchoir, ou il y en avait, non, je pense qu'il n'y en avait pas. Donc, année de fondation, c'est ça. Donc, le produit principal était bien évidemment le bois d'œuvre et il y avait des produits conjoints de la première transformation. Donc, quand on parle des produits conjoints, on parle des copeaux sur planure et écorce. Donc, c'est la première transformation. Puis, c'est encore les opérations à un niveau probablement assurément différent, mais c'est encore les opérations de première transformation spécifiques à ces installations-là de siège actuellement. Donc, la mission de Boissaco qui a été mise en place, puis ça, c'est quand même un élément important quand on parle de résilience. Donc, je vais essayer, un peu plus loin, je vais essayer de mettre en perspective certains éléments qui, je pense, contribuent à créer cette résilience-là, puis qui sont en lien un peu avec des entreprises d'économie sociale, comme Mme Armstrong le mentionnait tantôt. Mais donc, être une entreprise modèle de performance et de dynamisme, tout en étant un moteur de développement socio-économique dans la région.
Donc, si on prend juste la première moitié, être une entreprise modèle de performance et de dynamisme, on pourrait dire, bon, ben, c'est une belle mission, mais il n'y a pas de notion de... Ça pourrait être une mission très court terme, être une entreprise performante, dynamique, puis générer beaucoup de rendement, puis retourner tout ça à ses actionnaires. Ça pourrait être une mission, mais très court terme. Donc, la dimension long terme qui est intéressante puis qui a été intégrée dans la mission de Boissaco dès le départ, c'est d'être un moteur de développement socio-économique dans la région. Donc, cette mission-là obligeait à être, puis on dénote cette volonté, la vision puis la volonté collective qu'il y avait à l'époque de travailler dans une vision de long terme et non pas de court terme. Donc, l'entreprise n'est pas là pour générer des rendements puis, dans le fond, redistribuer le maximum à court terme, mais bien de s'assurer de faire des réinvestissements puis de poser des gestes qui vont permettre qu'on va être là à long terme pour le bien de la collectivité. Donc, s'assurer qu'on garde puis qu'on crée et qu'on garde un dynamisme socio-économique. La structure qui a été mise en place en 1985, donc, elle était quand même très simple. Donc, 3 actionnaires, Cofort qui regroupait les travailleurs de la forêt, Unisaco qui regroupait les travailleurs de l'usine et Investra qui regroupait les gens de la communauté. Donc, c'était dans Investra, il y avait environ 500 actionnaires. Investra, c'est une société de placement. Donc, regroupait à l'époque environ 500 actionnaires de la communauté, donc tous ceux qui voulaient supporter puis faire partie de cette volonté collective-là de recréer puis d'opérer, de s'assurer de la présence de cette entreprise-là. Donc, étaient présents dans Investra, en plus de tous les travailleurs de l'usine qui étaient dans Unisaco et les travailleurs de la forêt qui étaient dans Cofort. Élément important, donc les 3 actionnaires détenaient 1/3 de Boissaco. Donc, la coop Cofort, coopérative de travailleurs, des travailleurs de la forêt, Unisaco, coopérative de travailleurs de l'usine, Investra, les gens de la communauté, puis Boissaco était, dans le fond, Boissaco, souvent on entend des fois un peu à tort, mais c'est pas grave parce qu'on a une ADN coopérative, mais Boissaco n'est pas une coopérative. Boissaco est une compagnie, mais qui a une ADN coopérative. C'est comme on le dit souvent. Donc, vous voyez, il y a 2/3 de l'entreprise qui appartient à 2 coopératives de travail. Donc, chacun des actionnaires détient 1/3. Structure encore dans la suite de ce qui a été mis en place en 1985. Ce qui est intéressant de souligner, c'était quand même une formule originale. Puis ça, je pense qu'il faut quand même le souligner puis rendre hommage aux personnes qui ont travaillé à ce moment-là, qui ont mis en place, les leaders qui ont mis en place l'organisation à l'époque. Donc, ils ont quand même bien réfléchi, on peut dire qu'ils étaient imaginatifs, dans le sens où, donc, Investra, c'est la première SPEC qui a été incorporée au Québec. Donc, je disais tantôt, Investra est une société de placement, mais à l'époque, il existait un régime ce qu'ils appelaient des SPEC, le régime des SPEC. C'était tout nouveau, puis c'était comme une volonté de favoriser des sociétés de placement pour réinvestir, dans le fond, dans des entreprises au Québec, créer de l'activité au Québec de par des volontés d'investissement du milieu. Donc, ce régime des SPEC-là prévoyait, entre autres, certains aménagements ou certains allègements fiscaux par rapport aux investissements qui étaient réalisés. Donc, c'était quand même la première SPEC qui a été incorporée au Québec, ce qui est quand même intéressant et le fun à mentionner, puis qui démontre qu'il y a quand même eu des belles réflexions qui ont été faites à l'époque pour essayer de voir comment on pouvait, entre autres, mettre à profit ou mettre à contribution cette formule-là qui venait probablement d'être créée ou qui n'avait pas été utilisée, qui n'avait jamais été utilisée jusqu'à présent au Québec. Donc, c'est quand même intéressant. L'élément important aussi à mentionner, dans les règlements d'Investra, on prévoit qu'il y a un actionnariat maximal de 5 % par famille. Donc, de là, ça démontre, ça permet de mettre en perspective la volonté qu'il y avait que Investra, par exemple, demeure un véhicule collectif. Donc, on ne voulait pas, par exemple, qu'un actionnaire puisse racheter 100 % de tous les autres actionnaires puis devenir un actionnaire unique. Donc, on s'est donné cette mesure-là qui fait en sorte qu'on garde ça collectif. Actuellement, après 35 ans, Investra a encore, je dirais, aux environs de 430 et 450 actionnaires. Donc, c'est encore un véhicule collectif tel que ça l'était voulu à l'origine. Cofort et Unisaco, donc, on dit 2 premières coopératives de travailleurs à devenir actionnaires d'une compagnie au Québec. Dans le fond, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'était plus instigateur d'une nouvelle formule. C'est qu'à l'époque, les coopératives de travailleurs actionnaires, qui est maintenant un statut qui existe, n'existaient pas à l'époque. Mais sauf que Cofort et Unisaco ont été dans la structure qui a été
réfléchi et qui a été mis en place, bien, c'était à toute fin pratique des coopératives de travailleurs actionnaires qui auraient pu avoir le statut de coopérative de travailleurs actionnaires qui a comme été inventé ou qui a comme été créé suite à ça. Donc, c'était juste quand même pour le mentionner. Donc, il y avait quand même une belle formule, il y avait de l'originalité dans la formule, de la manière que ça avait été réfléchi. Puis ça, bien, c'est tout à l'honneur des personnes qui ont travaillé à réfléchir cette formule-là à l'époque. C'était une formule qui était originale. Les éléments importants, puis dans le fond, on parlait toujours dans l'esprit résilience, donc les éléments importants qui ont pu faire en sorte qu'on puisse, parce que dans le fond, quand on parle de résilience, on parle de la capacité de pouvoir, oui, comme ça a été bien mentionné tantôt, capacité de pouvoir se relever, en gros, si on le dit, on le résume très succinctement. Donc, la capacité de se relever pour une organisation comme nous, bien, tout passe par la capacité d'avoir un contexte où il y a une confiance, une solidarité puis une unité là, inébranlable. Donc, quoi qu'il arrive, si on fait en sorte de travailler pour essayer de se relever, il faut qu'on soit solidaire. Sinon, c'est facile quand on se désolidarise, c'est facile c'est très difficile plutôt d'avoir des plans pour se relever des coups durs. Donc, c'est un élément important. Donc, les éléments, il y avait le principe des 3 actionnaires égaux, je le mentionnais tantôt, les 3 actionnaires détenaient 1/3 chacun. Donc, ça, c'était un principe fondamental pour dire qu'il n'y avait pas un groupe qui se sentait moins bien traité qu'un autre. Donc, les 3 actionnaires étaient égaux, donc avaient le même pouvoir, avaient la même capacité d'influence. Le partage des responsabilités de l'expertise, donc autant dans Boissaco à l'époque, donc c'était un amalgame de forces complémentaires. Donc, c'était l'élément important qui a été mis en place dans Boissaco. Puis vous allez voir que dans les autres entités qui ont vu le jour après, ça a été quand même un élément aussi qui a été utilisé, si on peut dire. C'est un outil qui a été utilisé d'essayer de faire des forces complémentaires dans les différents partenariats qui sont mis en place. Donc, ça permet de partager des responsabilités, mais de l'expertise surtout. Donc, de s'assurer qu'on puisse aller chercher des plus en étant complémentaires dans différents partenariats. Donc, puis, un élément très important, donc il y avait un droit de veto, qui est encore un droit de veto qui est prévu dans la Convention d'actionnaires. Donc, ça fait en sorte que, dans le fond, le fait que ça donnait comme un grand pouvoir à chacun des actionnaires, mais ça fait en sorte qu'il y a une obligation de travailler dans un mode où on doit établir des consensus en tout temps. Donc, ça force à devoir être toujours dans un mode où on ne peut pas s'éloigner de cette volonté-là de dire qu'il faut que tout le monde soit solidaire et qu'on soit en mode consensus. Quand on est en mode consensus, on s'assure que tout le monde demeure solidaire dans les décisions et les orientations qui sont entreprises. Donc, la solidarité et la confiance sont un élément fondamental dans notre organisation. Donc, la philosophie de gestion qui a été appliquée de 1985 à 2020, un des éléments importants, gestion rigoureuse des liquidités et des excédents versus partage de la richesse. Donc, c'est clair que de s'assurer que dans ce qui a été fait comme activité, puis dans ce qui a pu être généré comme excédent, bien qu'on ait encore là la vision long terme de dire on réinvestit, puis on s'assure de préparer l'avenir plus qu'on génère des liquidités, puis on redistribue le maximum aux actionnaires. Donc, ça, c'était quand même un élément important. Puis quand on parle de résilience pour nous, quand je le regarde 35 ans après, bien, on s'est donné la capacité d'être résilient. Parce que oui, c'est beau, oui, il faut avoir une vision collective, puis avoir une volonté ferme qu'on est, dans le fond, d'être solidaire, puis de s'assurer qu'on serre les coudes dans les moments difficiles. Mais c'est important aussi de se donner quand même les capacités, puis les moyens financiers de faire des choses, puis de passer au-delà de certains enjeux ou de certains défis. Donc, dans la gestion des rigoureuses des excédents, il y a quand même eu toujours un retour prioritaire. Donc, aussitôt qu'il y avait des excédents générés, il y avait un pourcentage qui allait comme en boni aux coopératives c'était comme, dans le fond, ça, c'était spécifique pour la reconnaissance de la part des travailleurs. Puis, il y avait comme aussi un pourcentage qui allait, dans le fond, aux actionnaires, dans le fond, pour la reconnaissance de la part du risque et dans le fond, le retour normal que les actionnaires doivent avoir, que tout actionnaire peut espérer. Donc, mais vous comprenez que les actionnaires, encore là, les travailleurs étant aussi actionnaires, donc il y avait
le 2 tiers de cette reconnaissance-là qui vont aux travailleurs aussi. Donc, c'était le cas à l'époque, c'est encore le cas. Donc, quand il y a des retours aux actionnaires, bien, il y en a le 2 tiers que c'est les travailleurs. Donc, ça rejoint les mêmes personnes que la reconnaissance du travail spécifiquement. Mais c'était comme quand même 2 éléments fondamentaux. Reconnaissance de la part des travailleurs, puis reconnaissance de la part des investisseurs, des actionnaires, dont les travailleurs font partie. Puis, l'élément fondamental qui, à mon sens, a été un élément, comme je disais tantôt, fondamental pour qu'on puisse s'assurer d'une résilience face à tous les défis qu'on a pu avoir au cours de l'histoire, bien, la gestion des excédents. Donc, la majeure partie des excédents ont été préservés dans l'entreprise, ce qui a permis de s'assurer qu'on va pouvoir poser les gestes qui devaient être posés dans le cours de l'histoire. Donc, si on parle des excédents, donc, ce que ça a permis, bien évidemment, donc, dans une vision de long terme. Donc, dans une vision de court terme, on aurait très bien pu dire on redistribue le maximum aux actionnaires, puis on n'a pas les moyens de faire ce qu'on a à faire quand on est rendu pour le faire. Donc, dans une vision de long terme, en réinvestissant ou en gardant ces fonds-là, cette disponibilité financière-là dans l'entreprise, ça a permis de réinvestir en continu pour préserver la compétitivité des activités de première transformation. Donc, juste un bel exemple, là, uniquement au cours des 2 dernières années, on a près de 20 millions d'investissements en immobilisation qui ont été réalisés, dont la majeure partie, je vous dirais peut-être le 3/4, c'est au niveau du procédé de transformation à l'usine. Donc, on en est à une étape où on se disait, bon, mais il faut qu'on fasse des investissements importants pour assurer la compétitivité. C'était les plus gros investissements qui ont été réalisés dans l'histoire de Boissaco, si on le regarde à l'intérieur, parce qu'il y a eu des investissements internes, on va le regarder tantôt, mais à l'interne, dans le procédé, pour essayer de s'assurer qu'on demeure toujours à un niveau de compétitivité requis pour faire face aux enjeux, puis au marché, puis à la compétitivité qu'on a autour de nous. Donc, ça a été des investissements très importants qui ont été réalisés. Réinvestissement aussi pour la création de plusieurs autres entreprises. Donc, il y avait la volonté de s'assurer qu'on demeure avec un procédé puis avec un niveau de compétitivité le plus grand possible dans Boissaco. Dans le fond, toute la partie opération forestière, première transformation, mais aussi de s'assurer d'une diversification. Puis ça a été quand même très, très important, sinon déterminant dans l'histoire aussi. Donc, l'aspect de pouvoir diversifier a fait en sorte que, par exemple, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du bois d'œuvre, le bois d'œuvre, c'est quand même un marché qui a beaucoup de volatilité. Donc, je vous dirais que si on voulait bien l'imager, quand on voit comment ça peut être réactif dans la bourse, là, il y a tellement d'intervenants qui interviennent dans le bois d'œuvre, dans le grand marché nord-américain du bois d'œuvre, que c'est comme très volatile, puis ça réagit très, 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 très fortement, autant à la hausse qu'à la baisse. Un peu, on voit souvent, là, ça ressemble beaucoup, il y a beaucoup d'éléments spéculatifs aussi, un peu comme à la bourse. Donc, l'aspect diversification, de pouvoir avoir d'autres entreprises qui font que quand il y a un secteur qui va moins bien, il y a d'autres entreprises qui vont mieux, bien, ça a été déterminant là, dans la capacité de pouvoir être résilient, donc de passer les 35 dernières années. Ça, c'était vraiment déterminant. Donc, dans les autres entreprises qui ont été créées, donc, juste pour les identifier rapidement, donc, on a Sacopan qui a été créée, qui a été construite, l'usine est construite dans les années 99-2000. Sacopan, vous allez voir, dans les entreprises qui ont été mises en place, il y avait entre autres une volonté de s'assurer de valoriser les sous-produits générés par la première transformation, donc les produits conjoints générés par Boissaco. Donc, Sacopan utilise environ 40% des copeaux et des écorces générées par Boissaco pour produire des panneaux de porte d'intérieur prémoulés. Donc, c'est des panneaux qui sont vendus. On est partenaire dans Sacopan. Je vous disais tantôt partenariat, complémentarité. Bien, c'est un bel exemple dans Sacopan. On est partenaire avec Maçonnette International. Puis, c'est en même temps notre principal client. Donc, puis dans le fond, eux, ils produisent des portes, différentes sortes de portes. Donc, Sacopan produit des panneaux qui sont vendus à des fabricants, dont Maçonnette, qui, eux, fabriquent, dans le fond, assemblent ça sur des cadres pour produire des portes comme on peut acheter là, à la quincaillerie, là, un peu partout dans toutes les quincailleries.
Donc, Sacopan, c'est un très beau projet. C'était un projet quand même déterminant qui aura été, dans le fond, pas facile à porter à terme parce que quand ça a démarré, les premières années, ça a été difficile. Boissaco a dû supporter le démarrage, puis, dans le fond, tous les besoins de liquidité qu'il y a pu avoir au cours du démarrage. Mais depuis, je vous dirais, depuis peut-être 10-12 ans, c'est une entreprise qui va très bien, depuis même une quinzaine d'années, facilement. Donc, c'est une entreprise qui va très bien, puis qui a pu amener de l'eau au moulin, puis qui a comme pu permettre, comme je disais tantôt, d'amener cet aspect résilience-là, quand, dans le fond, un secteur qui va moins bien, quand ça a été très difficile, plus difficile dans le secteur bois d'œuvre, entre autres les années 2008, là, avec la crise financière, 2008-2015, c'était des périodes pas faciles. Et Sacopan, ça allait bien de ce côté-là. Donc, ça a permis justement de faire en sorte que ça a permis d'amener une stabilité et une capacité de résilience, là, comme je l'ai mentionné. Donc, ça c'est pour Sacopan, c'est voisin des installations de Boissaco. Il y a également Ripco, qui est également sur le même site, qui est voisin des installations de Boissaco. Ça a été fondé en 2001, donc ça valorise 100% des rabotures. Donc, les activités de rabotage qui sont faites pour faire la finition du bois Boissaco génèrent des rabotures. Donc, Ripco valorise 100% de ces rabotures-là pour produire de la litière équestre. Donc, on est partenaire encore là, avec, dans un esprit de complémentarité, on est partenaire avec Litière Royale, qui sont les intervenants qui étaient dans ce marché-là avant qu'on crée Ripco. Donc, on a eu l'occasion de convenir avec eux de la fondation de Ripco en 2001. Puis, c'était un projet qui est très favorable et positif aussi, puis qui a permis d'assurer qu'il y avait quand même un autre secteur comme ça qui était favorable, là, puis qui pouvait amener l'aspect de stabilité que je mentionnais tantôt. Bersaco, donc, ça a vu le jour en 2004. C'est une entreprise qui a été créée dans l'esprit de valoriser des strates mixtes qui sont présentes sur le territoire. Donc, ces strates mixtes-là, auparavant, n'étaient pas mises en valeur. Donc, dans un esprit de pouvoir valoriser les essences feuillues, puis en même temps les essences résineuses, puisque les strates mixtes, c'est autant du résineux que du feuillu. Donc, dans l'esprit de pouvoir valoriser ces territoires-là qui ne l'avaient jamais été auparavant. Donc, Bersaco a eu le jour, donc permet de valoriser les essences feuillues. Puis, cette entreprise-là est située à Bergeronne. Donc, c'est la seule qui n'est pas sur le site. C'est la seule des usines transformatrices qui n'est pas située sur le site à Sacré-Cœur, mais c'est quand même à proximité. Puis ça fait partie de la mission de l'organisation de rayonner sur le territoire naturel, si on peut dire. Donc, cette entreprise-là produit des composantes de palettes. Donc, c'est encore là interrelié avec toutes les opérations. Ces approvisionnements de Bersaco sont en lien avec les opérations et les approvisionnements de Boissaco aussi. Granulco, donc Granulco, c'est une usine qui produit des granules, deux types de granules pour deux types d'utilisation. Donc, des granules destinés au marché énergétique et également au marché de la litière équestre. Donc, il y a un marché pour la litière équestre. Il y a une utilisation pour la litière équestre là, avec les granules. Donc, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2009 et qui valorise 100% des sciures générées par Boissaco. Donc, encore là, c'est une usine qui est tout juste autour des installations de Boissaco. Donc, vous allez voir, on a une photo un peu plus loin, mais on a comme un site qui permet d'intégrer et de profiter de différentes synergies. Puis, cette entreprise-là, on est d'un partenariat qui, lui, se veut un partenariat, encore là, on peut dire complémentaire, mais aussi un partenariat qui était comme un peu logique pour nous. On est partenaire avec la Première Nation Esipit, des Inuits Esipit. Donc, ils sont tout près ici sur le territoire. Puis, on a réussi au fil du temps, on a comme pu constater qu'on avait beaucoup d'affinités avec Esipit. Puis, c'était comme intéressant de pouvoir créer cette entreprise-là puis être partenaire avec eux. Donc, ça fait partie de la formule de partenariat là, qui est présente chez Granulco. Donc, ça fait le tour pour Granulco. Les Bois du Fjord, c'est une entreprise, dans le fond, ça, c'est une entreprise qui était existante, mais du côté de Boissaco, on avait une volonté de trouver le moyen de valoriser encore davantage la mise en marché
des produits du bois d'œuvre. Donc, dans cet esprit-là, on a eu l'occasion de réfléchir à ce qu'on voulait essayer de faire. Puis en gros, un des éléments importants, c'est qu'on voulait trouver le moyen de passer la barrière des grossistes puis d'aller à l'utilisateur final, autrement dit. Donc, dans cet esprit-là, on avait comme la possibilité d'essayer d'envisager quelque chose puis de partir de zéro nous-mêmes, mais on a comme eu l'occasion aussi d'analyser des partenariats potentiels. Puis, les Bois du Fjord était une entreprise qui était existante, puis qu'on a pu voir qu'on avait des belles affinités. Donc, on a comme développé ce partenariat-là avec les Bois du Fjord. Donc, ça a été mis en place en 2017. Donc, actuellement, les Bois du Fjord font 100% de la mise en marché du bois d'œuvre produit par Boissaco, à part de la mise en marché de différentes usines situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même continuer à agir en tant que grossiste auprès de d'autres producteurs pour acheter et revendre du bois. Donc, on a un beau partenariat de ce côté-là. Ça a été une belle valorisation, une belle plus-value. Cette entité-là, en plus, détient une division, parce qu'au fil du temps, il y a eu des créneaux qui pouvaient être potentiellement, qu'on a identifié, qu'on pouvait développer dans cette entreprise-là. Donc, une division de transport routier, donc qui a quand même, on pourrait dire, une quinzaine de camions en opération, puis une division de remanufacturation. Donc, dans toutes les usines de siège, quand on produit le bois d'œuvre, il y a des volumes de bois d'œuvre qui sont de plus faible qualité, on va dire comme ça. Donc, on a une entité qui a été mise en place, ça fait à peu près un an et demi, qui est vouée à la valorisation de ces volumes de plus faible qualité-là. Donc, on remanufacture, puis on réussit à reclasser ou à réébouter ce bois-là pour réussir à le valoriser encore davantage. Donc, une belle entité, un beau partenariat qui a été mis en place là, il y a environ 3 ans actuellement. Donc, le complexe, une petite photo du complexe, juste pour vous permettre de voir un petit peu. Donc, on voit Boissaco là, ici, au centre, là, le gros bâtiment jaune. Là. Donc, les Boissaco est comme au centre, les entités sont un peu autour. Donc, ça permet de, entre autres, valoriser, favoriser certaines synergies. Donc, en gros, là, toute la matière première qui est envoyée chez Sacopan, chez Granulco et chez Ripco. Donc, il n'y a aucun maintenant. Donc, au fil du temps, on a pu concrétiser toutes les synergies qu'on voulait concrétiser qui avaient été identifiées. Donc, il n'y a plus aucun transport par camion mobile. Tout se fait par des convoyeurs pneumatiques. Donc, ça permet de créer des belles synergies puis, dans le fond, d'éviter des coûts inutiles. Quand on regarde l'ensemble du site, là, on valorise toutes les sciures, 100% des sciures, 100% des planures, environ, parce que Boissaco a une centrale thermique, là, on voit la centrale thermique ici, on a maintenant 5 séchoirs. Donc, on valorise sur le site environ 70% des écorces produites, 40% des copeaux produits, puis 100% des sciures et planures. Donc, c'est de là la capacité de pouvoir aller dans le sens de la mission qui se voulait d'essayer de créer le maximum de retombées socio-économiques dans le milieu par le biais de la mise en valeur de la ressource qu'on a à notre disposition. Donc, ça a toujours été un enjeu, on va le voir un peu plus loin, là, les approvisionnements, mais il reste que tout ça s'est fait dans la logique de notre mission qui avait été déterminée dès le départ à la création de Boissaco. Donc, la résilience, donc c'est ça. Donc, étant donné qu'on est dans le thème de la résilience, je trouvais ça intéressant quand même d'essayer de mettre ça en perspective un petit peu, les éléments qu'on pouvait voir qu'avec l'histoire, avec tout l'historique qu'on a, comment on peut voir quel rôle elle a joué puis comment elle pouvait s'exprimer. Donc, moi, je vous dirais, regardez, après avoir pris le temps de réfléchir un petit peu là-dessus, je vous dirais que c'est une nécessité. C'est une nécessité. On voyait que, dans le fond, avant Boissaco, la communauté a fait preuve d'une grande résilience. Puis, cette résilience-là a permis de faire en sorte que Boissaco voit le jour, finalement, carrément. Mais, dans le fond, depuis 1985, ça a été une nécessité d'être capable de faire preuve de résilience à différents moments depuis le début, au cours des 35 dernières années. Je vous mentionnais tantôt, entre autres, que le contexte économique, l'incertitude, un marché très volatile fait qu'il peut y avoir des très bonnes périodes, mais ça peut très rapidement passer à des périodes moins favorables. Le meilleur exemple qu'on a actuellement, si on s'était parlé et on avait fait cette présentation-là il y a 6 mois,
on aurait été dans un contexte où on voyait que le marché s'était effondré à cause, entre autres, de la COVID, bien évidemment, parce qu'en janvier, mettons, si on regarde les 18 derniers mois, avant janvier 2020, excusez. Donc, c'était pas facile. On avait un contexte de marché vraiment pas facile. Puis l'année précédente, c'était comme beaucoup moins favorable. Les résultats financiers n'étaient pas positifs. Par contre, si on regarde, là, je parle vraiment au niveau bois d'œuvre, si on regarde en janvier, février, on était comme dans un contexte où on pensait qu'on pourrait avoir une bonne année. Mais quand l'annonce de la COVID puis l'arrêt de la construction au Québec est arrivé, bien là, tout a tombé. Donc, le marché s'est effondré complètement. Donc, je vous dirais que si on s'était parlé en avril ou en mai, je vous aurais dit, ben, on n'est pas dans un marché très favorable. Mais si on regarde les 4 derniers mois, ben là, on a eu un marché puis contre toute attente, hein, parce que dans le fond, on ne sait jamais, c'est jamais facile de prévoir l'avenir, mais contre toute attente, on a eu un marché qui a atteint des niveaux records dans les 3-4 derniers mois, ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre en avril puis mai, ça c'est clair. Donc, l'incertitude qu'il y a de ce côté-là oblige à avoir, à notre avis, une grande résilience. Donc, l'importance dans le fond, on peut contribuer à notre résilience, bien évidemment, notre capacité de résilience, donc en ayant une gestion très rigoureuse de nos liquidités. Ça, c'est une première priorité. Comme on le dit souvent, les liquidités, c'est pas de faire des mauvais résultats qui ferment une entreprise, c'est de manquer de liquidité. Donc, une entreprise peut faire un déficit une année puis ne pas être menacée. La vie peut ne pas être menacée. Mais si elle manque de liquidité, bien là, ça va mal. On s'entend. Donc, un élément fondamental, donc la gestion, avoir une solidité financière, puis ça a toujours été appliqué depuis le début, puis ça fait partie de nos préoccupations constantes. Puis donc, la gestion des excédents, entre autres, est très importante. Un élément qui a toujours été quand même important, entre autres, la période que je vous disais, 2008-2015, ça a été une période vraiment pas facile. Le contexte économique a été très, très, très durement affecté. Les gens, ben, c'est clair que quand on parlait de tout l'aspect de la solidarité, de l'unité, puis le fait qu'on serre les coudes quand ça va mal, ben, entre autres, dans les périodes difficiles, il y a eu des gels de salaire. Les gens l'ont accepté. C'est clair qu'il n'y a personne qui espère ça. Et on ne souhaite pas ça d'aucune manière. Mais quand, dans des périodes difficiles, ben, c'était comme un signal qu'on pouvait mettre en place pour aider notre entreprise, puis faire en sorte aussi qu'on envoyait un signal à nos partenaires financiers, par exemple, que l'ensemble de l'organisation était solidaire dans ça. Donc, c'est un élément important. Donc, la diversification, bien évidemment, ça a été déterminant, comme je l'ai mentionné tantôt. Les autres enjeux qui ont nécessité beaucoup de résilience, dans le fond, les approvisionnements, c'était quand même vraiment un enjeu depuis très longtemps, depuis toujours, je dirais. Par contre, il y a toujours eu des choses qui ont été faites, qui ont été audacieuses. Hein. Dans le fond, ben, c'est pour ça qu'on va pouvoir le mettre un petit peu en perspective tantôt. Mais dans le fond, on s'est permis de faire des choses qui étaient nécessaires et requises de faire, qui ont impliqué des sommes importantes, mais on s'était donné la capacité de pouvoir le faire. Donc, la capacité de résilience vient aussi, comme je disais tantôt, de la capacité qu'on s'est donnée au niveau financier pour faire face à tout ça. Puis, dans le fond, d'être capable par moment de prendre des risques. Donc, les autres éléments, regardez, la rareté de main-d'œuvre, la COVID, c'est ça, regardez, on gère cette situation-là en continu. Puis, comme je vous disais, si on s'était laissé décourager au mois de mars, on aurait pu se dire, on arrête tout. Puis, mais non, on s'est dit, bien, on continue. La philosophie a toujours été de continuer à opérer. Vous savez, quand on est arrivé, par exemple, dans la crise de 2015, les autres entreprises de la Côte-Nord, à un moment donné, on a eu l'occasion de se parler avec les gens du milieu, puis là, ben, tout le monde disait, bon, ben là, on devrait tout arrêter, puis que ça va mettre de la pression sur le gouvernement, tout ça. Et on a dit, regarde, il faut avoir le dialogue. On n'aime pas mettre de la pression, on aime plus être dans un mode dialogue, puis échange, puis collaboration. Fait que c'est comme ça qu'on travaille toujours avec les partenaires, dont, bien évidemment, le gouvernement est un partenaire important, c'est le fiduciaire de la forêt au Québec. Mais tout ça pour dire, c'est que dans le fond, on a dit aux gens à l'époque, regardez, nous autres, on n'arrêtera pas l'entreprise. Nous, on va opérer tant qu'on va être capable d'opérer.
comme on le disait de manière imagée, on va marcher sur les genoux, on va s'user les genoux tant qu'on va être capable. Puis quand on va arrêter, c'est parce qu'on va être mort. Autrement dit, c'est un peu la manière qu'on l'imageait. Donc, dans le fond, ce qu'on disait aux gens à l'époque, c'est demandez-nous pas de dire, nous autres, on va arrêter pour envoyer un signal. Non, non, nous autres, on va opérer tant qu'on va être capable, mais par contre, on va discuter avec le gouvernement, puis on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent être conscients de la réalité qu'on a. Puis je pense que l'ouverture puis l'écoute a toujours été importante du côté du gouvernement pour faire en sorte de, entre autres, ben, je pense qu'on est une entreprise qui mérite quand même une écoute. Donc, cette écoute-là a toujours été bien présente. Puis, je pense que le gouvernement a travaillé pour faire en sorte que l'environnement permette d'avoir une compétitivité puis une capacité de pouvoir garder les entreprises. Donc, je pense que ça, on l'a bien senti. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu certains aménagements qui ont été faits au régime forestier. Puis, on disait, bon, bien, regardez, avec les échanges qu'on a, on dit, bon, ça n'arrête pas tout. Tout n'est jamais parfait, on s'entend. Mais c'est important qu'on sente cette volonté-là, que le gouvernement veut s'assurer que l'environnement est correct pour que ça puisse continuer. Donc, je pense qu'on le sent, puis c'est important d'avoir cette écoute-là. Donc, toujours dans la résilience. Donc, je me suis juste tenté un peu à dire les prémices. Donc, pour nous, les éléments importants qui ont permis de faire en sorte qu'on puisse sentir, ou en tout cas se donner cette capacité de résilience-là, sans que ça se décide. Hein. On ne décide pas de dire qu'on est résilient demain matin, hein, c'est pas de même que ça marche, mais ce qui a fait la différence dans notre capacité, je vais le dire plus comme ça, donc vision collective et à long terme. Donc, dès le départ, on voulait être à long terme, donc je pense que tout a été fait dans cette optique-là, que ce soit au niveau de la gestion des excédents et ou tous les réinvestissements qui ont été faits internes et ou externes à Boissaco, on s'est donné la capacité, je pense, de pouvoir avoir les marges de manœuvre pour faire face aux périodes difficiles. Volonté et détermination collective aussi. Ça, c'est important parce que dans le fond, on aurait beau avoir eu des marges de manœuvre si on n'a pas cette volonté-là et cette capacité-là d'intervenir. Donc, il faut qu'on soit capable d'être solidaire et de se dire, on peut se tromper, là. Donc, ce n'est pas impossible qu'on se trompe. Puis quand on arrive dans des périodes difficiles, parfois, on se dit, bon, ben, OK, on va faire des moves. Bien, on les décide ensemble, puis on les fait. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, mais il faut avoir cette capacité-là de pouvoir oser, puis ne pas avoir peur de se tromper, donc de se faire confiance. La confiance est un élément fondamental, puis qui a fait en sorte que l'ensemble de l'organisation a été capable de demeurer solidaire puis uni dans tout ce qui a été fait comme action puis comme orientation depuis le début de Boissaco. Puis la gestion rigoureuse des opérations, des excédents, des liquidités, comme je le disais tantôt, c'est fondamental. On s'est donné la capacité d'être résilient puis d'absorber des chocs en étant très vision long terme. Vision long terme. Quand on dit vision long terme, je pense que ça permet tout le temps de tout mettre en perspective. Le court terme, c'est malheureusement le piège que bien des entreprises vont avoir, le rendement à court terme versus la pérennité à long terme. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence dans les entreprises d'économie sociale, parce que c'est rare qu'une entreprise d'économie sociale ou en tout cas en lien avec l'économie sociale, va être là pour le court terme. Elle va souvent être là plus pour une vision long terme. Puis d'après moi, c'est un élément fondamental. Donc, 35 ans plus tard, Boissaco, pour finir la présentation de Boissaco, donc l'ensemble du groupe, c'est environ, ça représente la récolte et la première transformation d'environ 130 000 m3 toute essence. Donc, ça, j'inclus résineux et feuillu. Donc, il y a Bersaco aussi, dans le fond, toute la partie feuillue est comme prise en compte là-dedans. C'est un ordre de grandeur, là, donc c'est pas au mètre cube près, mais c'est l'ordre de grandeur environ. Puis, c'est 3 usines de deuxième et troisième transformation, donc Sacopan, Ripco, Granulco, qui valorisent les sous-produits de Boissaco. Il y a en plus le partenariat dans Bois du Fjord que je mentionnais tantôt. Il y a plein d'autres initiatives qui sont toujours en réflexion. Notre mission étant d'être un moteur de développement socio-économique et la vision étant axée sur le long terme, on est toujours dans un mode où on essaye de valoriser davantage les retombées pour le milieu. Donc, c'est vraiment la première priorité de l'entreprise, l'organisation dans son ensemble. Donc, plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Donc, quand on prend l'ensemble des entités concernées, c'est quand même
important comme retombée pour le milieu, puis environ 600 emplois directs générés. Donc, si on regarde l'ensemble des entités, incluant les opérations forestières et tout ça, donc c'est quand même important. Quand on le regarde pour le milieu, c'est quand même, pour la région avoisinante, c'est quand même important. Donc, Boissaco, 35 ans plus tard, ça permet juste de bien voir quand même, là, qu'on voit comme, dans le fond, les trois actionnaires du début, donc Cofort, Insaco et Investra, et qui étaient actionnaires directement de Boissaco. Donc, au fil du temps, avec les entités qui ont vu le jour, et on voit les partenaires en dessous là, qui sont partenaires avec nous dans les différentes entités. Puis, dans le fond, il y a GESCO qui a comme vu le jour, qui est comme un peu un holding où on s'est comme donné la possibilité d'avoir un intervenant qui détenait les placements, puis qui, dans le fond, qui détient Boissaco. Mais dans le fond, le holding appartient à 100% aux actionnaires historiques. Donc, Cofort, Insaco, puis Investra. Donc, dans le fond, tout ça est encore une volonté puis une intervention collective des actionnaires concernés. On a eu des partenariats au fil du temps. Donc, entre autres, Capital de risque Desjardins a été partenaire avec nous pour une étape de consolidation qu'on a eue là, au niveau des approvisionnements. Capital de risque Desjardins était avec nous pendant un certain nombre d'années. Puis, on a eu du plaisir à collaborer et à travailler avec eux. Puis, finalement, le rachat s'est fait, ça fait peut-être 3-4 ans. On a également eu un partenariat avec Produits forestiers Arbec, qui est venu partenaire avec nous là, pour une participation minoritaire dans Boissaco, dans une autre étape de consolidation des approvisionnements. Je vous disais, les approvisionnements, ça a été un enjeu fondamental, donc ça a amené beaucoup de projets et ou d'interventions diverses pour réussir à trouver le moyen de consolider. Donc, l'histoire a fait que ça a été quand même toujours un enjeu de réussir, puis il y a eu des baisses de volume d'approvisionnement au fil du temps, donc la capacité de pouvoir garder un niveau d'opération minimalement requis, donc a amené ces différents partenariats-là. Puis vous voyez, bien, Produits forestiers Arbec, le rachat a été effectué l'année passée ou il y a 2 ans. Là, donc, on est comme redevenu un peu plus dans le modèle qu'on était là, auparavant, où c'est 100% des actionnaires du groupe. Donc, c'est ça, regardez, je pense que ça permet juste de voir en un clin d'œil qu'on voit quand même l'ensemble de l'organisation comme elle est structurée. Puis on voit comment la résilience avant 85 a permis ce qui a été mis en place en 85, Boissaco, le point de départ, 85, puis a permis de se rendre où on est là en 2020, 35 ans plus tard, avec une organisation qui a beaucoup de ramifications, puis une organisation qui est solide. On fait tout pour s'assurer de préserver la solidité de l'entreprise. C'est l'élément le plus précieux pour assurer la pérennité. Donc, on travaille toujours dans cet esprit-là de préserver et de protéger notre solidité là, à tous les niveaux. Donc, ça fait le tour de la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long et ou trop chargé de matière, mais c'est ça, regardez, je vous recède la parole, Mme Armstrong, puis ben, c'est sûr qu'il y a des questions, tout ça. On est très disposés à collaborer en ce sens-là. Tout d'abord, un gros merci pour votre présentation, M. Saint-Gelais. Vraiment très intéressant. On comprend qu'il y a vraiment une grosse partie de la résilience là, de votre organisation qui s'est faite avec le temps, puis ça a été très pertinent. Vraiment. Là. Donc, en fait, peut-être que là, il nous reste environ une quinzaine de minutes. Je pense que ça serait intéressant de prendre les questions là, pour M. Saint-Gelais, s'il y en a qui veulent soit partager ou questionner la présentation. Donc, je sais aussi qu'il y en avait dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager un questionnement ou ouvrir la discussion? D'abord, peut-être je peux en prendre une. Je sais qu'il y en avait une dans le chat là, pour l'instant. Il y a une personne qui demandait d'abord, c'était par rapport à votre présentation, je pense que c'est Jude Brousseau. Il demandait, entre autres, là, quand vous parlez de la mise en valeur des baux de faible valeur, il se demandait c'était quoi les produits qui ressortaient de cette mise en valeur-là. OK, donc au niveau de l'usine, l'entité de remanufacturation qu'on a par le biais de l'entité Bois du Fjord, donc dans le fond, c'est que, par exemple, dans les produits qui sont générés, donc on a les produits
de bonne valeur. Donc, ce qu'on appelle, c'est le jargon bois d'œuvre, mais mettons le 1 et 2, le MSR, le produit de structure, les composantes qui rentrent dans le fond dans les fabrications de fermes de toit ou de poutres de plancher, tout ça. Donc, on a ces qualités-là. Puis, il y a les qualités qu'on appelle 3 et 4, qui sont comme les qualités de plus faible valeur, puis la qualité du produit est comme moins favorable aussi, donc elle ne pourrait pas entrer dans la fabrication des produits que je mentionnais tantôt. Par contre, c'est ça, donc dans une entité, mettons, si on regarde à l'ampleur d'une scierie comme par exemple Boissaco ou les entités de même ampleur, ce n'est pas vraiment souhaitable de pouvoir remanufacturer ça, ces produits-là, dans les installations. Ce ne serait pas pertinent de le faire. Par contre, dans une petite entité vraiment adaptée pour ça, donc ces produits-là de 3 et 4, on va pouvoir les revaloriser, par exemple, pour faire du stud, principalement du stud, je vous dirais, sinon des produits de 1 et 2, donc des produits de plus haut grade, mais ça implique, dans le fond, où chaque pièce est repassée dans un système où on s'assure de, par exemple, faire un éboutage pour dire, je vous donne un exemple, mettons une pièce de numéro 3 qui a 16 pieds, en faisant un éboutage de 2 pieds, peut réussir à se requalifier 1 et 2 ou stud, par exemple. Donc, c'est ça en quoi consiste cette petite usine de remanufacturation-là actuellement. Parfait. En fait, il y avait aussi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que Adam Desbiens aussi, là, qui avait levé sa main pour une question ou un commentaire. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Adam Desbiens du pôle économie sociale de la Côte-Nord. Bonjour, M. Saint-Gelais. On parle de modèle collectif. Dans les périodes de crise ou dans les périodes où ça va bien, de quelle façon les coopératives de travailleurs, tout ça s'implique dans les décisions, puis de quelle façon ils mettent les genoux à terre, on pourrait dire, comme vous disiez tantôt, mais de quelle façon ils contribuent à ce que ça continue? Est-ce que c'est en diminution de salaire, diminution d'heures, en collaborant avec... de quelle façon ça s'organise un peu? Oui, bonne question, M. Desbiens. Donc, regardez, à prime abord, c'est sûr que les actionnaires, les 3 actionnaires, donc Cofor, Unisaco et Investra, donc chacun est présent sur les conseils d'administration de Boissaco et Gesco, là, donc qui sont les 2 entités qui sont détenues, puis dans le fond, il y a des représentants sur les autres entités aussi. Mais si on le regarde juste à l'échelle Boissaco, donc les 3 actionnaires sont présents là. Mais là, c'est plus le statut d'actionnaire qui est comme présent à ce niveau-là. Par contre, dans l'opération globale, dans l'opération régulière, si on peut le dire, donc que ce soit dans une période moins facile ou plus facile, vous comprendrez qu'on a toujours des défis, comme actuellement, là, depuis 4 mois, on a un excellent marché, donc ça va bien. Par contre, on a encore autant de défis qu'on en avait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des défis, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc là, par exemple, le défi de la main-d'œuvre, le défi de la COVID, peu importe les défis qu'on a. Donc, on a, dans le fond, notre organisation sous-entend une gestion participative. Ça, c'est peut-être un élément que je n'ai pas pensé de bien préciser, puis c'est le fun que vous posiez la question, parce que c'est vraiment là, dans le fond, le principe, c'est que dans la gestion participative, on a chacune des groupes a un conseil d'administration, puis on travaille en étroite collaboration avec ces conseils d'administration-là pour s'assurer, par exemple, que tout ce qui est fait dans l'opération ou dans les décisions, les orientations qui sont prises dans la gestion puis l'opération courante, on est capable de s'assurer que les orientations qu'on prend sont validées puis sont décidées ensemble, finalement. Donc, si par exemple, là, je vous donne juste un exemple là, qui va permettre peut-être de bien illustrer, on a récemment remis en question ou on a questionné plutôt certaines mesures additionnelles au niveau de la COVID. Bon, là, on a comme pris le temps de s'asseoir avec les gens de la Coop Unisaco parce que ça concernait plus à l'usine, ce qu'on a discuté. Puis, on a pris le temps de s'asseoir avec eux pour dire, ça serait le fun d'envisager, par exemple, telle mesure. Puis, les gens nous disent, oui, mais regarde, dans l'opération, peut-être que ça, là, c'est pas trop souhaitable. Puis, fait que, dans le fond, on a comme l'occasion de là, la gestion participative, on questionne, puis on réfléchit ensemble pour s'assurer de prendre les meilleures orientations possibles, puis qu'on soit tous d'accord avec ces orientations-là, puis qu'ils soient endossés autant par Unisaco, par exemple, pour l'usine que
la structure, le reste de la structure. Donc, c'est un très bon point. Puis, effectivement, notre gestion participative intervient beaucoup par le biais de ces interactions-là qu'on a et qu'on se doit d'avoir. Notre structure sous-entend cette gestion participative-là. Puis, on la rend bien vivante en s'assurant d'être en interaction constante. OK. Puis, une dernière question même. Le sentiment d'appartenance, croyez-vous qu'il est plus fort? J'ai travaillé en usine également dans une ancienne vie, justement dans une série. Est-ce que vous croyez que le sentiment d'appartenance envers l'entreprise est plus fort pour les employés parce qu'ils sont aussi impliqués justement dans la décision participative et tout ça? Sont plus... Bien, moi, je vous dirais, M. Desbiens, définitivement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on croit, mais c'est ce qu'on vit, donc on n'a pas l'expérience autre, mais nous, c'est ce qu'on croit, puis c'est ce qu'on sent, parce que je vous donne un exemple, là, dans le fond, dans les projets qui ont été réalisés dans les dernières années, bien, comprenez que les gens, ils veulent autant que tout le reste de l'organisation, puis que les actionnaires, hein, parce qu'ils sont des actionnaires en même temps. Donc, c'est clair, par contre, que des fois, on se met de la pression nous-mêmes. Hein, ça, c'est un bon point. Mais d'un autre côté, l'aspect, c'est pour ça que je disais l'importance de la solidarité, de la confiance, puis de s'assurer qu'on demeure unis. Pour ça, ça prend une excellente communication. On s'entend. Donc, dans notre organisation, plus que dans n'importe quelle autre, puis là, je dis ça, probablement que c'est aussi important dans d'autres organisations, mais nous, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une bonne gestion participative des ressources humaines puis une bonne communication, parce que sinon, on ne peut pas se permettre de perdre notre solidarité. Hein. C'est ce qui fait partie des fonctions de l'organisation. Mais c'est ça, nous, on le sent en continu que les gens sont intéressés, sont motivés, puis je dirais que quand c'est pas facile, des fois, ça met un peu plus de pression parce que les gens, on veut tous trop, on veut tous beaucoup, en tout cas, on va le dire comme ça. Ça va bien, je vous dirais que Caroline, que c'est le fun, puis que tout le monde puis là, bien, vous savez, les projets comme on a fait, je disais, on a mis 20 millions à peu près dans l'usine dans les deux dernières années. Bien, c'est gros, là, on a fait des gros projets, puis bien, c'est sûr qu'on prend des risques dans ce temps-là parce qu'il faut les faire comme il faut, puis on ne peut pas se permettre de se tromper. Puis en même temps, bien, il faut comprendre que roder des projets comme ça, bien là, ça ne se fait pas en 2, 3, on parle de... Et il y en a plusieurs qui disent dans notre industrie des projets de cette ampleur-là, c'est 5 ans. Bon, là, nous autres, ça fait 2 ans, mais là, on voit la tendance, puis là, on voit la production augmenter, puis là, on sent les gens, le positivisme, puis la motivation que ça apporte. Là. Donc, en tout cas, c'est ça. Nous, on le vit comme ça. Je ne peux pas dire c'est dur de faire la comparaison parce que je n'ai pas vécu un autre modèle, mais on a vraiment la conviction que notre modèle amène vraiment un sentiment d'appartenance plus grand. Mais c'est notre conviction. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. C'est vraiment intéressant. On a 2 autres questions. Là. Il est 11h15, mais si je vous proposais peut-être de prendre ces 2 dernières questions-là parce que c'est quand même pertinent. Puis par la suite, on pourrait clore là, la conférence. Donc, il y a une question de France Guy. Est-ce que ça vous convient à tout le monde? Oui. Il y aurait une question de France Guy qui est celle-ci. C'est quels sont les marchés visés que vous souhaiteriez atteindre malgré les bas qu'entraîne la COVID. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est déjà, vous avez une vision à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres marchés en ce moment là, avec le fait aussi que la COVID que vous réfléchissez pour justement amener encore plus de solidité de votre organisation? Je vous dirais qu'actuellement, autant dans le bois d'œuvre, on a quand même une portion qui est vendue chez nos voisins américains. Il y a une bonne partie, une très grande partie de la production de Sacopan, Ripco aussi, Granulco, une portion peut-être un peu plus faible, mais une portion quand même. Mais tout ça pour dire, moi je vous dirais, au niveau des marchés, on n'est comme pas dans l'optique on croit beaucoup dans le principe du marché de proximité. Puis le marché de proximité sera toujours le marché le plus naturel. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on l'a vécu très bien là, au cours des 10-15 dernières années, quand on voit que, par exemple, le carburant prend des augmentations très importantes, puis qu'on dirait qu'on s'éloigne de toutes les destinations, finalement, bien, on a comme, avec, entre autres, là, dans le partage ou le partenariat qu'on a fait avec les Bois du Fjord, on en est comme venu à la conclusion de dire, bien, regarde, assurons-nous d'avoir notre marché de proximité, mais d'aller à l'utilisateur final, plutôt que de vouloir aller à des plus grands usagers, mais plus loin.
parce que c'est souvent le marché le plus naturel puis qui est le plus porteur à long terme. Donc, avec Bois-du-Fjord, par exemple, on a un excellent lien avec tous les fabricants, là, que ce soit des petits ou des plus gros. Dans le fond, on a cette capacité-là. C'est vraiment intéressant ce qu'on voit de ce côté-là, le lien qui a pu être développé avec avec tous ces utilisateurs-là, ces clients-là, mais qui sont des utilisateurs finaux, excusez. Fait que, donc, c'est ça. Nous, je vous dirais qu'on n'a pas la volonté d'aller, on a quand même, oui, marché nord-américain. On vend aux États-Unis quand même des volumes importants, les différentes entreprises, peu importe entreprises confondues, toutes entreprises confondues. Mais ce n'est pas notre volonté de dire on veut aller encore plus loin. Non, on veut vraiment être le mieux implanté possible dans notre marché de proximité, puis avec nos différents clients partenaires qui sont proches. Je pense que c'est une des belles clés qu'on peut avoir. Merci pour la réponse. La dernière question de Lise Pilote, en fait, c'est dans le fond, ce qu'elle demande, c'est quelle est votre relation avec la collectivité, la communauté vivant autour de votre entreprise, donc autour de Sacré-Cœur? Bien, je vous dirais que c'est ça, à ce niveau-là, on a des liens très étroits. Donc, c'est clair que, vous voyez, on est, dans le fond, quand on regarde notre entreprise, c'est clair que le rayonnement se fait sur quand même assez long. Donc, on a des opérations qui vont jusqu'au nord de Bécomo, mais la majorité de nos opérations, on va dire, sont sur le nord de la Haute-Côte-Nord, donc aller jusqu'au nord de Forestville-Colombier. Donc, puis, dans le fond, dans le fond, c'est comme si c'est notre terrain de jeu naturel, entre guillemets, c'est le territoire où on a notre sentiment d'appartenance. Puis, dans le fond, même au Saguenay, on a eu l'occasion, par exemple, de faire prendre conscience aux autorités de cette région-là. Par contre, parce que dans le fond, il y avait une perception qu'on était Côte-Nord. Donc, c'était comme, mais dans le fond, l'usine est à peu près à 20 km de la frontière ou de la fin du territoire Côte-Nord versus Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a quand même eu l'occasion de leur faire réaliser que quand on regarde l'ampleur des retombées qu'on génère au Saguenay, donc c'est clair qu'on n'a pas tous les services ou les produits ou on ne peut pas combler tous nos besoins par exemple, juste à Sacré-Cœur. Donc, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de nos travailleurs. Maintenant, si on le regarde sur l'ensemble des opérations, incluant la forêt, incluant les usines, toutes les usines, on a beaucoup de nos travailleurs. La dernière fois qu'on a fait le décompte, on était à 70 de nos travailleurs qui provenaient entre autres du Saguenay. Puis, bien, c'est clair que le reste viennent de toute la Haute-Côte-Nord, finalement. Donc, on a une relation privilégiée, puis je vous dirais que c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça, parce que dans le fond, on est dans notre milieu, puis on est content et on est fiers de faire, de contribuer à faire en sorte que l'ensemble du milieu ait des retombées importantes. Là. Puis c'est ce qu'on veut préserver, puis préserver à long terme. Donc, c'est pour ça que dans notre mission, en tout cas, on aime beaucoup notre mission, puis on veut s'assurer de la garder bien vivante, s'assurer qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la pérennité. C'est vraiment le premier leitmotiv, comme on dit. Un gros merci. Donc, la période de questions est terminée. Je vais laisser la parole à Mylène Armstrong pour terminer la présentation. Merci beaucoup, M. Saint-Gelais. C'était super, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien aimé aussi à la toute fin l'organigramme là, où on voit vraiment tout, comment tout ça fonctionne, comment tout ça vient se placer. Là, c'est visuel, c'est vraiment merci. Moi, j'ai noté, on a vraiment vu le lien avec les éléments qu'on avait parlé en introduction, l'ancrage dans le milieu, la capacité de peut-être de défoncer des portes pour faire différemment, et puis la communication, l'implication, la solidarité. J'ai noté deux petites choses que j'aimerais laisser en fait aux participants. Deux petites choses que je ressors, entre autres, c'est le rôle que peuvent prendre des entreprises qui sont solides, qui sont plus grosses, comme Boissaco le fait avec
pour supporter le démarrage d'autres entreprises qui ont un impact positif sur le tissu socio-économique d'une région. Donc, je trouve dans les réflexions à avoir pour nos régions, au-delà de, oui, comment on le prend pour notre organisation, au niveau d'une région, on peut avoir certaines organisations qui prennent un rôle pour parrainer, aider à d'autres, qu'il y ait d'autres petits qui se fassent. Puis aussi, j'ai bien aimé le fait qu'on voit que la collaboration entre votre organisation, entre la structure, la formule économie sociale, dans ce cas-ci, coop, mais la collaboration avec des investisseurs privés, des entreprises privées, le gouvernement, ça fait partie des facteurs de succès de cette formule-là aussi. Donc, qu'il y a les éléments privés aussi qui sont intégrés dans ce succès-là et qui viennent donner des fois un levier ou viennent aussi apprendre de l'expérience coopérative. Je n'ai pas de doute que le privé apprend aussi à travailler avec vous, avec votre philosophie, puis ça fait des petits sur les valeurs de l'économie sociale aussi. Donc, merci pour ça. Je vais juste passer le micro rapidement à Mme Anne Scallon, qui est la directrice du service de développement local et entrepreneurial à la MRC de Charlevoix. Et puis après, pour ceux qui veulent savoir les événements du mois de l'économie sociale qui s'en viennent à surveiller, je vais juste vous prendre 2 petites minutes pour en nommer quelques-uns. Donc, Anne, je te passe la parole. Merci. Donc, Steve, je voulais te remercier vraiment, sincèrement, beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Malgré le fait que j'ai entendu bien des fois l'histoire de Boissaco, j'en ai encore appris aujourd'hui. Fait qu'à chaque fois, j'en apprends toujours un petit peu plus. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau modèle d'affaires et de résilience, hein, parce qu'on l'a vu, la résilience, c'est la trame de fond de Boissaco depuis 35 ans. Ça démontre que c'est possible, mais il faut vraiment mettre du sien pour qu'on soit capable de passer à travers toutes ces difficultés-là. Ce que je dirais, c'est inspirant et positif pour nous dans un contexte de COVID. Ce n'est pas évident pour aucune entreprise présentement, mais on peut voir qu'on peut saisir des opportunités avec ces événements-là, même pour des petites entreprises. Donc, merci d'avoir partagé avec nous là, ce beau témoignage de Boissaco. Je ne sais pas comment le dire à part ça, mais je suis vraiment très contente que tu aies été avec nous ce matin. Alors, merci. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. Merci d'avoir pensé de nous inviter. De toute manière, comme je disais, ça fait toujours plaisir à l'organisation de contribuer à juste être peut-être à donner de l'inspiration, on le dit comme ça. Puis regardez, ben, je terminerai juste en disant, regardez, je pense qu'une des belles choses qu'on peut essayer d'obtenir, c'est de dire, regarde, il y a des moyens quand même au Québec. Là. On s'entend que il y a quand on regarde le niveau de vie, il y a des moyens, puis quand il y a faut avoir une bonne idée, des bons projets, mais du moment qu'on a cette volonté-là, puis qu'on réussit à développer une volonté collective, puis qu'on est prêt à prendre des risques collectifs, bien, je pense que tout est possible, hein? Tout est possible, puis faut oser, il ne faut pas se mettre de barrière. Puis, ben, si on se trompe, on se trompe. On l'a vu dans l'histoire de Boissaco, il y a eu 3 échecs avant. Bon, mais là, ça va bien. Puis, malgré que ça demeure des fois pas facile, mais c'est ça, il faut persévérer. Ça fait qu'en tout cas, regardez, je suis vraiment content. Merci pour l'invitation. Puis, regardez, souhaitons-nous juste que la pandémie puisse rapidement être derrière nous, qu'on puisse s'inspirer tous ensemble pour continuer à bâtir notre Québec. Je pense qu'on a tous cette volonté-là pour nos régions puis pour le Québec dans son ensemble. Effectivement. Puis, je vous transmets les merci dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui vous remercient aussi, donc je vous les transmets. Merci à la MRC de Charlevoix-Est qui était partenaire aussi pour l'organisation de l'événement. Merci au pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale et à tous les pôles qui organisent des choses dans le cadre du mois de l'économie sociale. C'est vraiment fertile comme sujet, inspirant, intéressant ce mois-ci. Notamment, donc je vous en nomme seulement 2, mais je vous invite quand même à aller sur le Facebook ou sur le site
du mois de l'économie sociale ou sur les pôles de vos régions, parce qu'on n'a pas que des gens de Charlevoix qui sont à la présentation. Donc, pour voir qu'est-ce qui s'organise, tout est en virtuel et tout est gratuit, donc on y a accès là, peu importe où on est. Le 17 novembre de 10h30 à midi, il y a le patrimoine religieux et les entreprises d'économie sociale. Donc, ça va être une présentation qui risque d'être fort intéressante parce qu'on sait qu'il y a des enjeux d'équipements religieux, patrimoniaux dans toutes les municipalités du Québec. Donc, comment les entreprises d'économie sociale peuvent amener des solutions. Puis, le 27 novembre de midi à 13h30, il y a une conférence qui va nous parler des apprentissages et des perspectives auxquelles on peut penser en lien avec la récente expérience de MEC, Mountain Equipment Co-op, qui a fermé ses portes. Donc, deux grandes conférences qui risquent d'être très inspirantes et instructives pour nous. Donc, merci encore à tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire au pôle si vous voulez des suivis par rapport à ce dont on a discuté aujourd'hui. Je vous remercie.